raison pour laquelle je me suis lancée en politique, c'est parce que je veux faire briller le Québec. C'est parce que je veux redonner confiance en l'avenir aux Québécois. Parce que je ne veux pas, plus jamais, qu'une génération n'ait le sentiment d'avoir été sacrifiée. Christine Fréchette, après son assermentation la semaine dernière sur ce qu'elle souhaite accomplir à titre de première ministre du Québec. Mais avant de mettre en œuvre son agenda, elle doit d'abord unifier les troupes caquistes. Alex Chantal Michel, bonjour. 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 Alors, Mme Fréchette qui a remporté le leadership, quel est le premier défi de Mme Fréchette, d'après vous, Alec? Le premier défi a déjà été relevé, c'est-à-dire que Bernard Drainville a serré les rangs, a dit qu'il allait jouer dans l'équipe et qu'il a demandé certaines choses pour le Conseil des ministres. Elle semble disposée à lui donner. Donc, quand ton rival de la course dit « je me rallie », ça aide les autres à se rallier. Le point d'interrogation qui reste pour Christine Fréchette, et on va le voir en début de semaine, c'est Simon-Jolin Barrette. C'est lui qui, maintenant, de cette aile nationaliste, qui ne s'est pas vraiment exprimé publiquement sur son ralliement à Christine Fréchette, qui n'a pas pris la parole. On sait que lui, c'est un appui de dernière minute à Bernard Drainville. Il a quand même beaucoup de poids au sein du parti, donc est-ce qu'on va lui donner quelque chose qui le satisfait? Comment va-t-il réagir? C'est un peu ce qu'on attend actuellement à la CAQ, plus que d'autres choses. En même temps, à court terme, il faut qu'elle règle ce problème-là. En même temps, on a fait beaucoup de bruit autour de cette question-là cette semaine, de l'aile nationaliste. Va-t-elle se rallier? Va-t-elle les contenter? Est-ce qu'elle leur envoie suffisamment de messages? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? C'est beaucoup de la poutine interne. Ce n'est pas ça qui va faire gagner Christine Fréchette aux prochaines élections. Si elle veut l'emporter, là, ce n'est pas en donnant un tour de vis de plus à une loi 96 sur le français, ce n'est pas en parlant de laïcité, ce n'est pas en parlant d'immigration de la manière dont François Legault le faisait qu'elle va marquer des points. Ce n'est pas là-dessus que les gens vont voter. Elle doit se démarquer de François Legault, elle doit le faire en économie, sur le coût de la vie notamment. Il ne faut pas qu'elle perde de vue la forêt parce que l'arbre de son aile nationaliste est devant elle, là. Il faut qu'elle aille par-dessus ça, qu'elle fasse des annonces, qu'elle parle aux Québécois. Donc, il faudra à un moment donné que ce bruit-là autour de cette question-là cesse pour qu'elle puisse se concentrer sur les vraies affaires, comme on disait à une certaine époque, qui pourraient l'aider à remonter la pente dans les sondages. Bon, ça réagit. Chantal Michel ensuite. Chantal, c'est vrai, parce que dans les sondages durant la course, son discours à Mme Fréchette avait plus de traction auprès des Québécois. Clairement, elle avait le bon ton et le bon sujet, là. Bien là, clairement, dans le sens où, par comparaison à Bernard Drainville, qui n'a jamais réussi, d'après les sondages qu'on a vus, à dépasser la barre du 10 %. Alors, quelque part, c'est possible pour un parti de se déconnecter tellement des préoccupations principales de la population qu'à force de se parler, il oublie de parler aux électeurs. Et il y a eu beaucoup de ce genre de conversations-là. Et là, je ne blâme pas nécessairement la CAQ. Les médias ont un rôle à jouer là-dedans, d'animation ou de braquer les projecteurs sur ce qui est à la fin un épiphénomène. Cela dit, la plus grosse épreuve pour un nouveau chef dans les circonstances actuelles, ou même pour un chef faible, parlez-en à Justin Trudeau, ça va être la composition du Conseil des ministres. Combien de gens vont être suffisamment satisfaits de leur poste pour se représenter? Combien d'autres vont choisir, s'ils se sentent écartés, de faire le contraire? C'est ça la vraie épreuve qui attend Christine Fréchette. Et en même temps, il faut que ce Conseil des ministres-là envoie le message aux Québécois qu'il y a un renouveau, qu'il se passe quelque chose. Alors, Bernard Drainville veut un gros poste économique. Fort bien. Cela dit, on vient de passer une campagne où on montre que Bernard Drainville est vu beaucoup plus négativement que positivement. Alors, si le gouvernement veut jouer dans le terrain de jeu économique, est-ce qu'il faut mettre un personnage qui, n'a pas des états de service économiques et qui risque de se faire supplanter par une recrue libérale ou péquiste, mais qui, en plus, n'est pas populaire auprès de l'électorat en général. Et il est là le problème de faire le pont entre la réalité électorale et les besoins internes de Mme Fréchette et au sein du caucus de la CAQ. Oui. Michel, vous avez l'air d'accord? Oui, Mme Fréchette a une responsabilité, c'est de mener ses troupes à la prochaine élection. Pour cela, tout doit être fait, y compris la composition de son Conseil des ministres, en ayant les yeux sur la prochaine élection.
exemple, est-ce que la Constitution québécoise, vous avez vu beaucoup de gens se battre dans les autobus à propos de ça? Non. Par contre, il y a des groupes importants dans la société québécoise, le barreau, par exemple, des gens comme ça qui ont dit « Hey, c'est un problème, cette chose-là. » Est-ce que pour rallier Simon-Jolin Barrette, on va lui donner sa Constitution? Ou si, à un moment donné, la raison d'État, c'est de dire « Non, ce projet de loi-là n'est pas bon. » C'est des choses comme ça que Mme Fréchette devrait faire parce qu'à la fin, ce parti-là est en perdition. Les projections de notre ami Fournier, c'est encore 0 siège. Hein? Ouais. Alors, il faut montrer un leadership rapide et très efficace sur ces choses-là en disant « Mes priorités sont vos priorités, c'est pas celles de la CAQ de l'ancien temps. » Oui, Chantal. Oui, si Mark Carney, l'année passée, avait dit le projet phare de Justin Trudeau d'une taxe sur le carbone, je ne peux pas toucher à ça. Pensez-vous qu'il aurait réussi à se distinguer et à prendre l'élan qu'il a pris? Et à un moment donné, dans l'état actuel des choses, c'est la seule comparaison avec Mark Carney. Je ne suis pas de l'école Christine Fréchette et le Mark Carney québécois. Mais si on n'est pas capable de poser des gestes qui marquent une rupture, et ça, c'est un très bon exemple, parce qu'on veut ménager la chèvre et le chou, ça ne marchera pas, cette idée de réinventer la CAQ et de convaincre les Québécois qu'il y a moyen de faire encore un bout de chemin avec ce parti-là. Oui, parce que, Alec, Mme Fréchette, les Québécois veulent du changement. Mme Fréchette doit incarner le changement quelque part. Pas beaucoup de temps pour incarner le changement. Est-ce que c'est faisable? Oui, elle l'a dit elle-même dans son discours d'acceptation de victoire la semaine dernière, dimanche dernier. Elle a dit « Les Québécois veulent du changement, je suis le changement ». Bon, elle est effectivement différente de François Legault sur plein de volets, moins émotive, plus cartésienne. En même temps, elle était dans ce gouvernement-là. Alors, c'est plus difficile pour elle de faire une rupture comme le fait Mark Carney avec Justin Trudeau qui arrivait de l'extérieur et qui pouvait dire « Moi, je n'ai participé à aucune des décisions que vous avez prises, alors... » Voici mes priorités. Elle a été au Conseil des ministres, elle a appuyé certaines choses, elle peut poser des gestes, mais c'est plus compliqué. Les gens vont être plus sceptiques. Elle devra convaincre davantage. On a beaucoup répété qu'elle a 5 mois devant elle avant le début de la campagne pour faire ses preuves. Moi, je pense qu'elle a 5 semaines. La première impression va décider de oui ou non est-ce qu'elle sera compétitive aux prochaines élections. Elle a jusqu'à la mi-juin, en réalité, pour dire voici de quel bois je me chauffe. Et est-ce que les Québécois sont prêts à l'écouter? Je ne dis même pas prêts à voter pour elle, prêts à l'écouter dans l'équation, dans la dynamique politique. Donc, ça va aller très vite, mais elle a des leviers. Elle est première ministre. Elle est capable de faire certaines choses. On verra si elle va les mettre en place. Ouais. Et elle a profité de la fin de la semaine pour aller rencontrer M. Carney, commencer à mettre des trucs sur la table. On verra ce que ça va donner. Pendant qu'elle accédait à la direction de la CAQ, il y en a un à Ottawa qui, lui, s'est trouvé un gouvernement majoritaire à coup de transfuge puis d'élections partielles. On va écouter M. Carney juste au lendemain des 3 victoires dans les partielles. Puis je reviens avec vous, Michel. Le travail qui nous attend nécessite de la collaboration, du partenariat et de l'ambition. C'est ainsi que nous continuerons à gouverner. Nous travaillerons avec tous les partis et tiendrons compte de tous les points de vue au Parlement. Bon, c'est intéressant parce qu'il semble vouloir maintenir la ligne qu'il avait adoptée en tant que minoritaire. Michel, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il va ouvrir les portes toutes grandes et travailler gentiment avec les autres partis d'opposition? À quoi vous vous attendez de la majorité de M. Carney? D'abord, la majorité, ça permet de voir venir. Ce n'est pas quelque chose en soi qui change tout, mais ça permet de voir venir. C'est de bonne guerre de dire « je vais parler à l'opposition » et c'est le principe même du parlementarisme, qu'à un moment donné, on a un gouvernement, mais il doit aussi tenir compte de la Chambre et de ce que la Chambre des communes veut dire. Cela dit, M. Carney a gagné sa majorité de haute lutte avec des transfuges. Les transfuges, ça fait partie du système parlementaire. Souvenez-vous de Belinda Stronach qui avait sauvé le gouvernement de Paul Martin en traversant la Chambre. Et il y a d'autres, des plus vieux que moi pourront vous raconter d'autres histoires. Ça fait partie de ça. La majorité de M. Carney n'est pas en cause, elle n'est pas illégitime. Maintenant, ça lui permet de voir venir. Oui. Chantal, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change comme dynamique d'avoir un gouvernement majoritaire tout d'un coup? La première chose, c'est que ça donne 36 mois, dont 24 peuvent être consacrés à gouverner sans
se demander est-ce qu'on fait une campagne électorale, quand est-ce qu'on la fait, sur quoi on va. Et dans les circonstances actuelles, dans l'incertitude actuelle, c'est un immense avantage pour le gouvernement. D'autre part, ça permet aux partis d'opposition, en passant, je pense au NPD et au Bloc, d'avoir les coudées beaucoup plus franches. Parce qu'on s'entend, ces deux partis-là avaient, pour des raisons différentes, pas intérêt à ce qu'il y ait une campagne des élections générales. Le NPD, maintenant, peut s'opposer ou se définir sans crainte de faire tomber un gouvernement, et le Bloc peut voir venir les élections au Québec et la suite des choses sans s'inquiéter de se retrouver en campagne électorale. Selon moi, là, il y a 3 gagnants là-dedans. Il y avait les libéraux, mais il y avait aussi le NPD dans un premier temps et le Bloc québécois. Les conservateurs, aujourd'hui, ont 3 ans pour décider du leadership de Pierre Poilievre. Mais l'avantage pour Mark Carney, c'est que pendant ce temps-là, parce que le parti est clairement déboussolé, là, et on le voit, pendant ce temps-là, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter qu'il y ait une montée fulgurante du Parti conservateur dans les intentions de vote. Alors, ça lui donne le temps de mettre ses projets en chantier, de naviguer à travers la renégociation peut-être pas avantageuse de l'ACUM et de voir où est-ce qu'on sera dans 2 ans. Et les conservateurs, je ne parle pas de Pierre Poilievre, se disent, bon, le temps va faire son œuvre. Dans 3 ans, le NPD peut avoir repris du poil de la bête. Les électeurs progressistes peuvent s'être dit, on n'a plus peur de Trump et on n'a plus peur de Pierre Poilievre qui va devenir premier ministre et avoir quitté un peu le bateau. Alors, la donne va changer radicalement. Mais pour les 24 prochains mois, Mark Carney peut, s'il le veut, mener beaucoup de projets à bien. Bon, ça, c'est dans l'avenir avec les conservateurs. Ça n'a pas été une bonne soirée la semaine dernière. La part du vote populaire a chuté dramatiquement dans les 3 élections partielles. Il y a 4 transfuges qui viennent du Parti conservateur, dont une qui a traversé dans les jours précédant l'élection partielle. Ça le place dans quelle situation en termes de leadership, M. Poilievre, d'après vous? Bien, on s'entend que personne ne s'attendait à ce que les conservateurs soient compétitifs dans les 3 élections partielles de lundi. Par contre, je pense que les résultats sont encore plus décevants que même bien des conservateurs le pensaient. Parce que quand on regarde les élections partielles des 20 dernières années, c'est les élections partielles, les 3 de lundi, où le Parti conservateur a le plus sous-performé par rapport à leur score des précédentes élections générales. On a perdu entre 12 et 15 points de pourcentage dans chacune des élections partielles. Dans Terrebonne, on a beau dire que c'est un duel entre les libéraux et le Bloc, et c'est vrai, ça peut influencer des électeurs. On a quand même fait 3,3 % chez les conservateurs dans Terrebonne. Ouais. Je ne peux pas croire que les conservateurs sont disparus de la carte. Ils ne sont pas allés voter. Ils n'avaient pas envie d'aller voter. Il n'y avait pas de motivation à y aller. Ou alors, ils sont allés voter pour Mark Carney en se disant qu'il gouverne comme un progressiste conservateur. Donc, pour Pierre Poilievre, ça a été une mauvaise semaine qui cristallise ce que les transfuges ont fait au cours des derniers mois. Et le plus gros risque pour Pierre Poilievre, oui, il pourrait y avoir d'autres transfuges, mais il pourrait aussi y avoir des députés qui deviennent indépendants en se disant « j'ai pas nécessairement le goût de devenir libéral, mais j'ai pas nécessairement le goût de rester dans le caucus de Pierre Poilievre avec le leadership qu'il incarne. Je suis pas très à l'aise dans ce parti-là. J'aime pas la façon dont il gouverne à l'interne parce que si vous le trouvez abrasif en personne, il est pas mal semblable en privé. Ouais. Alors peut-être que les gens se disent « ben moi, je vais devenir indépendant. » Puis là, ils ont la liberté de voter pour du bord qu'ils veulent. Ça ajoute de la pression sur Pierre Poilievre. Il y en a d'autres qui peuvent décider de prendre leur retraite de la politique, déclencher des élections partielles, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle aussi. Donc, c'est pas parce qu'il se passe rien dans l'immédiat qu'il ne va pas y avoir des conséquences dans les prochains mois pour Pierre Poilievre. Oui. Michel, là-dessus? Normalement, des élections partielles, ça sert à exprimer son mécontentement par rapport au gouvernement. C'est quelque chose qui est fait sur mesure pour l'opposition. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Bon, il y avait un enjeu qui était la majorité libérale éventuelle, mais il y a aussi le fait que les gens ne sont pas particulièrement en colère contre le gouvernement et ne sont pas très entichés du leadership de M. Poilievre. Tout ça fait partie des résultats qu'on a eus lundi. Alors, à un moment donné, pour le chef de l'opposition qui maintenant sait qu'il a 2 ans à recevoir des poignards dans le dos de gens qui pourraient soit quitter le parti, soit remettre officiellement et ouvertement son leadership en question, c'était pas des bonnes nouvelles et ça risque d'être un temps très long. En tout cas, ça va être intéressant parce que ça va stabiliser la chose pour les libéraux, effectivement, puis ça donne du temps aussi pour ceux qui sont mécontents, peut-être de s'exprimer davantage à l'endroit de M. Poilievre. On verra ce que ça donne. Alex, Chantal, Michel, merci d'avoir été là. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.
4 personnalités québécoises d'exception honorées à l'Assemblée nationale. On vous dit lesquelles après la pause.